trouve intéressant, c'est que si je me tourne à droite, on voit le pavillon principal de l'Université de Montréal. C'est la fameuse tour d'Ernest Cormier. Le Roger Gaudry. On la voit un peu masquée par des rangées d'arbres. Mais là, c'est tellement dans la distance. Mais l'Université de Montréal est beaucoup plus présente qu'il y a bien d'autres endroits dans la ville. On sent quand même cette connexion-là. Ouais. Par contre, quand on regarde la carte, on regarde les accès, on commence à se demander comment se rendre de un à l'autre, là, on se sent loin. On s'imagine pouvoir s'y rendre, franchir la distance qui nous sépare à vol d'oiseau. Mais marcher, s'y rendre en prenant le métro ou la voiture, pour moi, en ce moment, ça relève de quelque chose qui est difficile non seulement à concevoir, mais même à imaginer. Des fois, l'Université de Montréal, par sa situation géographique, c'est un peu... c'est inaccessible. C'est un monde à part, un peu. C'est perché sur la montagne. Mais ce site-là est encore plus reculé, écarté. Comme si on était dans une autre ville. En tout cas, dans un autre lieu absolument, mais absolument différent de celui que représente en ce moment le campus de l'Université de Montréal sur la montagne. Donc, ce sont deux mondes aux antipodes. Il faut voir que la fondation des universités, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est une université telle qu'on l'aperçoit, ça doit durer. Le savoir doit se revendiquer comme pérenne, permanent. Et l'aménagement des lieux, en tous les cas, prétend suivre cet idéal, la permanence du savoir. Alors, on a évidemment un grand site non développé qui, sur une période de 30 ou 40 ans, peut avoir comme potentiel, positif ou pas, de réaménager totalement, probablement ce qui va constituer le Montréal de demain, parce que c'est le nord de Montréal. Ça peut devenir un pôle, mais pour l'instant, ça ressemble à rien. C'est pas rien que de vouloir refonder l'Université de Montréal dans ce quartier. Ça suppose que cette université accepte de se détacher, sans rompre avec son histoire, que l'Université de Montréal soit en mesure de repenser sa fondation. Or, le problème, c'est que dans l'imaginaire de tout un chacun, on fonde une fois. On ne refonde pas, la plupart du temps. Mais le projet de l'Université de Montréal sur le site Outremont est tellement grandiose qu'il a l'apparence d'une refondation en un autre lieu. Le risque que représente le campus Outremont, c'est celui des quartiers riverains. C'est Rosemont, une partie de Rosemont, c'est le Milex qui est en plein développement, c'est Parc Extension. Outremont. Et c'est là où il va y avoir des passerelles à créer entre les arrondissements. Mais justement, tantôt on parlait le site Outremont, tu sais. C'est le branding, c'est ce que Outremont appelle. Ça aurait pu être le site Parkex, comme ça aurait pu être le site au milieu de la traque. Je déconne un peu en disant ça. Non, absolument pas. Ça peut être le site ça pourrait très bien le site du Nowhere, le site au milieu de la traque. Mais c'est le site Outremont. Mais en même temps, ça ne sera pas le site Outremont. Je sais, mais dans cette idée-là de branding et de nomenclature,
c'est à cette idée-là et à cette image de marque qu'on a décidé de s'attacher. Tout faire pour éviter, soyons un peu durs, tout faire pour éviter le Montréal cosmopolite de l'immigration, pas assez francophone. C'est-à-dire Outremont représente, dans l'histoire de Montréal, la grande bourgeoisie francophone. Enfin, il y a plusieurs Outremont. Il y a une impropriété où il y a, à la limite, je dirais, une grave erreur dans la mesure où le nom attribué, Campus Outremont, ne recouvre absolument pas la réalité des enjeux des quartiers riverains. L'Université de Montréal, qui se présente et qui est une grande université francophone de recherche, n'a pas, à mon sens, réussi son pari interculturel. Mais on est dans un Montréal, puis je n'entends pas ces expressions souvent, mais où tout est possible. Mais comment va se faire cette rencontre? Peut-on sortir du cadre physique de l'université, puis peut-on interagir de façon réelle avec les communautés riveraines dans une logique qui serait celle de promouvoir, je dirais, l'importance du savoir et de le susciter, ce désir de savoir et de connaître. Ça, c'est différent que d'être dans une salle de classe, ça veut dire interagir.
Ce qui est étonnant, par contre, c'est que en ce moment, ce qui reste de la voie ferrée longe le sud, donc le quartier Outremont. Mais tout à coup, ce qui va être fait, c'est que la voie ferrée va être déviée et finalement, elle se trouve à passer au nord et à traverser avec un ponceau qui va être juste à l'entrée du campus pour retourner au sud. J'ai presque l'impression, en tout cas pour moi, d'avoir visité le site, que le train va être plus présent du fait qu'il traverse le campus comme ça puis qu'il va surplomber cette grande route-là qui est l'entrée du pavillon. Il devient tout à coup beaucoup plus présent que quand il longeait discrètement le sud. Ça peut être intéressant. Le patrimoine industriel ferroviaire, c'est la vie ouvrière, c'est la vie des immigrants, c'est aussi le transport des marchandises. Puis en même temps, c'est une réalité totalement cruciale. Et moi, je vois aucune indication dans ce que je constate, et puis on verra les plans définitifs, mais je ne vois pas dans ce qu'on propose pour ce site quelque intégration, quelle qu'elle soit, de quelque élément du patrimoine ou simplement de la réalité urbaine, architecturale, des quartiers riverains. Donc, on se retrouve face à un cloisonnement et c'est le danger de l'université forteresse. C'est le ghetto du savoir. Ça pourrait être ça. On va falloir aller se chercher 2-3 morceaux de rails de chemin de fer au mois d'août quand ils vont les enlever. Moi, je vais être là quand ils vont les enlever parce que il y a en même temps, dans l'imaginaire urbain, le fait d'extirper un rail, c'est comme arracher une dent sans anesthésie. C'est inscrit dans le territoire. Comme le fait de décontaminer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, c'est parce que c'est inscrit dans le territoire. Et donc, je trouve que c'est un geste symbolique très, très fort. Avec la décontamination vient aussi une forme d'aseptisation aussi. Oui. C'est probablement le danger d'une forme d'hygiénisme sanitaire qui fera en sorte qu'on aurait ou qu'on aura un campus qui va correspondre à toutes les normes les plus récentes des constructions environnementales à l'intérieur du campus lui-même, alors qu'à l'extérieur, ben là, on regarde en ce moment, là, on est sur du rocher. Et c'est difficile de faire plus déglingué et plus hétéroclite que ça, mais en même temps, c'est Montréal. Et hétéroclite, pour moi, n'est pas un jugement négatif. Mais non, l'hétéroclite, c'est la surprise, c'est la résistance, c'est la sérendipité, c'est plein de choses. Ouais. Mais c'est dur de se mettre dans la tête des gens qui ont piloté ce projet-là. En se disant, mais pourquoi? Pourquoi être sur ce site-là? Quelles vont être les interactions avec les quartiers riverains, avec les communautés avoisinantes? Puis c'est ça, dans cette espèce de lien-là avec les quartiers environnants. Pour l'instant, bon, chercher à venir ici, c'est même difficile. C'est un lieu, justement, qui est clôturé en ce moment. Physiquement, symboliquement aussi, c'est un lieu assez inaccessible. Comment cette ouverture-là va se faire? Est-ce qu'elle va se faire avec l'université qui donne la main aux différentes communautés ou aux projets, ou est-ce qu'elle va plutôt se faire par nécessité, puis à quelque part par une forme d'appropriation? Moi, j'imagine très bien, à la limite, quelqu'un, à un moment donné, qui a le pavillon là, puis des gens qui sont tannés d'avoir à faire le tour, puis qui arrivent avec une cisaille, puis pouf, tout à coup, il y a un nouveau chemin, une nouvelle entrée qui se crée. Ce serait à la fois intéressant et dommage que ça se fasse de cette façon-là. Oui. C'est évident que l'idée, enfin c'est évident, je ne le sais pas, mais je crois que l'idée de tendre la main, et c'est l'université qui tend la main au quartier et voue à l'échec. Parce que ça, c'est une posture qui serait totalement
paternaliste d'une part, qui serait celle du propriétaire qui dit bonjour, non pas à ses voisins, mais à ses locataires, et qui écrase tout. Alors, comment va se faire de manière microscopique, au-delà des prises de position collectives là, et des déclarations d'intention, le quotidien? Et comment le quotidien va changer, évidemment sous le coup de la pression de la hausse des prix, si ça marche. C'est évidemment que c'est un quartier qui va exploser, les prix vont exploser. Et comment ça va se faire, je ne le sais pas. Mais ça va être de laisser des opportunités et de l'espace pour une réappropriation, pour que les gens créent une histoire, un imaginaire en lien avec le lieu, puis que ça devienne de cet état-là en ce moment qui n'est pas tout à fait justement un non-lieu. Il y a une histoire et tout ça, mais c'est pas encore un lieu habité, vécu. Il faut qu'il y ait de la place pour ça. Oui. Le plan ou les plans semblent très ordonnés, très hiérarchisés dans leurs fonctions. Mais ça manque de désordre, me semble-t-il. Alors que tout à côté, je veux dire, je parle des quartiers avoisinants, je ne dirais pas qu'ils sont désordonnés, mais il y a une vie. Donc, ben voilà, c'est ça. On est totalement dans l'actualité de Montréal, dans cette dimension qui est à la fois hétérogène, parfois éclectique. Il faut en tirer parti.